Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour, c'est une matinale spéciale à laquelle on vous convie ce matin de Territoire d'Info. Nous allons passer une heure avec Bruno Le Maire. Bonjour Bruno Le Maire, jusqu'à 8h30. Vous êtes le premier des candidats à la primaire de la droite et du centre à démarrer cette nouvelle formule relayée par les sites de la presse quotidienne régionale et par Campagne TV. Vous serez dans cette première partie interrogé par la presse quotidienne régionale donc. Et j'accueille à mes côtés pour cela aujourd'hui Michel Urvois de Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour Cyril. Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour Hervé. Et Nathalie Moret du groupe EBRA, mais ici ce matin pour le Progrès de Lyon. Bonjour, Nathalie. Voilà, dans la deuxième partie, Bruno Le Maire de cette matinale, à partir de 8h, Christophe Bordet de Sud Radio et Michael Zamez de Public Sénat viendront également vous questionner sur la primaire. Enfin, Béatrice Houchard de l'Opinion et Bruno Jeudi de Paris Match analyseront vos propos, feront le débrief de ce que vous avez dit en votre présence ce matin. Tout de suite, Bruno Le Maire, au 10e jour de la grogne des policiers, l'État débloque une enveloppe de 250 millions d'euros destinée à renouveler l'équipement ainsi que le lancement d'une réflexion sur la légitime défense. Quelle est votre réaction à ce plan ? C'est un premier geste, mais c'est un geste insuffisant. La grogne des policiers, ce n'est pas uniquement une question de moyens. Il y a un problème de moyens, c'est vrai. Un problème d'effectifs. Moi, je propose qu'on augmente de 6 000 le nombre de policiers et de gendarmes durant le prochain quinquennat. J'estime que ça a été une erreur de réduire le nombre de policiers et de gendarmes entre 2007 et 2012. À la Juppé, c'est 10 000, vous, c'est 6 000. Moi, c'est 6 000, ça me paraît un chiffre raisonnable. Mais la vraie attente des policiers, elle n'est pas là. La vraie attente des policiers, c'est qu'ils aient l'assurance qu'ils ne font pas leur travail pour rien, qu'ils ne risquent pas leur vie pour rien. Et que lorsqu'ils interpellent un délinquant, ils veulent avoir l'assurance qu'il soit traduit devant la justice et qu'il soit sanctionné rapidement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand vous allez dans les commissariats, j'étais à Vitry-sur-Seine il n'y a pas très longtemps, et que vous voyez le mal que se donnent ces hommes et ces femmes, au péril de leur vie, pour aller interpeller des délinquants, parfois des multirécidivistes, et qu'ils savent que ces personnes ne seront jugées que 5 ou 6 mois plus tard, et qu'ils écoperont au mieux d'un rappel à la loi. C'est totalement décourageant pour eux. Donc je crois que le cœur de la réponse, et malheureusement ça n'a été traité ni par le président de la République, ni par le gouvernement, c'est d'avoir une réponse pénale plus forte pour avoir une tolérance zéro en matière de délinquance, et que les policiers aient l'assurance qu'ils font leur travail pour de bonnes raisons. Bruno Le Maire est l'invité de cette matinale d'info ce matin spéciale pendant une heure jusqu'à 8h30. On va démarrer tout de suite, Bruno Le Maire, avec l'actualité forte de cette semaine. C'était, vous le savez, le démantèlement de la jungle de Calais. On va voir cela dans un instant avec Hervé Favre de La Voix du Nord qui est avec nous. On va écouter François Guénoc, qui est un bénévole de l'auberge des migrants de Calais, qui vous interpelle, Bruno Le Maire. C'est un sonore, comme on dit, réalisé sur place par notre partenaire de La Voix du Nord vidéo. On l'écoute. Monsieur Bruno Le Maire, bonjour. François Guénoc, un des responsables de l'auberge des migrants. Monsieur Le Maire, il semble que vous vous opposiez à la répartition des réfugiés sur le territoire français. Ils sont 7 à 8 000. Est-ce que vous ne pensez pas que dans un pays de 60 millions d'habitants, c'est possible? Est-ce que vous savez que dans les CAO qui ont été créés, les centres d'accueil qui ont été créés depuis un an, ça se passe très bien, la relation avec l'environnement de ces CAO, avec la population autour, se passe très bien. Est-ce que vous n'êtes pas, en définitive, en train de céder au populisme? Bruno Le Maire, réponse à François Guénoc, bénévole de l'auberge des migrants de Calais. Je dirais à François Guénoc évidemment que non, que je ne cède pas au populisme. Je ne cède jamais au populisme. J'essaie juste d'apporter des réponses à des sujets extraordinairement difficiles comme la question des migrants. Est-ce qu'il est possible que la France accueille les migrants qui étaient hier dans la jungle de Calais et qui sont aujourd'hui répartis dans différentes communes? Ma réponse est oui. Mais comment? Sur la base du volontariat, uniquement. Je ne comprends pas qu'on puisse imposer à une commune, où qu'elle soit en France, l'accueil de migrants. Parce que c'est au maire de décider s'il a les capacités d'accueil, les capacités d'hébergement, les capacités pour scolariser les enfants. Enfin, on fait porter au maire une responsabilité écrasante, il faut qu'il les choisisse. Donc oui à l'accueil, mais sur la base du volontariat. Deuxième remarque, ça n'a de sens de faire cette répartition en France que si on est capable de régler très rapidement les dossiers de demande d'asile. Parce que si c'est pour que les dossiers traînent encore pendant 8 mois, 12 mois, 2 ans, on n'aura rien réglé du problème. Il est impératif que les dossiers de demande d'asile soient traités en 6 mois. Enfin, troisième chose, pour répondre à François Guénoc, ça n'a de sens de démanteler la jungle de Calais que si on obtient enfin l'assurance du gouvernement britannique qu'il traitera lui-même la question des migrants, que l'on obtient le déplacement de la frontière de la France à la Grande-Bretagne et qu'on remet donc en cause ces accords du Touquet signés en 2003 par Nicolas Sarkozy, qui était une erreur. On a remarqué que vous l'appeliez François Guénoc et non pas François ce coup-ci.
Oui, vous savez, j'essaye toujours de tenir compte des remarques qu'on me fait. Hervé Favre, La Voix du Nord. On va revenir là, sur les points que vous avez évoqués, mais bon, ce matin, évidemment, la une de La Voix du Nord, c'est la jungle, c'est fini. Bon, pour combien de temps la question est posée. C'est une bonne chose. Mais alors justement, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous dites ce matin? Bon, chapeau Cazeneuve, vous avez réussi à trouver une solution d'hébergement, ou est-ce que vous dites comme Nicolas Sarkozy, Cazeneuve n'a rien démantelé, finalement, il a réparti le problème dans toute la France? Moi, je crois que c'est une bonne chose que la jungle de Calais ait été démantelée. Et c'est pas parce que c'est un gouvernement socialiste qui l'a fait que je vais dire par réflexe pavlovien, c'est nul, c'est pas bien, c'est socialiste. Non, il fallait démanteler la jungle de Calais, elle a été démantelée, c'est une bonne chose. Est-ce que ça règle le problème de fond? Absolument pas. C'est pour ça que je dis que cette opération ne sera réussie que si on accélère le traitement des demandes d'asile. Que si en deuxième lieu, on reconduit à la frontière les déboutés du droit d'asile, ceux à qui on a refusé le droit d'asile. Parce que si tous ceux à qui on refuse le droit d'asile continuent à rester en France, comme c'est le cas aujourd'hui, le droit d'asile n'a plus de sens. Et j'ajoute que ça sera vraiment un coup d'épée dans l'eau si on n'obtient pas de la Grande-Bretagne qu'ils accueillent eux-mêmes les migrants qui veulent venir chez eux. Et ce sera un coup d'épée dans l'eau si on n'est pas capable aussi de prendre toute la dimension de ce problème des migrants. C'est le problème d'une génération, le problème des migrants. Donc s'il faut en prendre toute la mesure et avoir une Union européenne qui prenne enfin ses responsabilités pour aller développer les pays africains, garantir la stabilité dans un certain nombre de pays en Afrique, pour que les migrants qui aujourd'hui, au péril de leur vie, traversent la Méditerranée, demain restent Bruno dans Le leur Maire, pays d'origine. renégocier les accords du Touquet, effectivement, c'est dans tous les esprits, en tout cas à droite. Vous avez été au ministère des Affaires étrangères, vous connaissez les difficultés de la diplomatie. Qu'est-ce qu'on a comme moyen de pression avec la Grande-Bretagne pour les obliger à revenir sur ces accords et à remettre effectivement le traitement des demandeurs d'asile chez eux? C'est toujours difficile la diplomatie. J'ai travaillé pendant des années aux côtés de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin. Tous les dossiers sont durs. Quand j'ai dû renégocier l'aide alimentaire avec l'Allemagne et obtenir de l'Allemagne et des pays européens qu'ils acceptent de verser l'aide alimentaire européenne au Resto du Cœur et un certain nombre d'autres associations caritatives. C'était extraordinairement difficile. Il a fallu y mettre une énergie politique considérable. Ça a été 1 an de négociation. J'ai obtenu gain de cause au bout du compte. Parce que nous avons mis la pression politique suffisante. Si nous faisons de cette question des migrants un dossier prioritaire dans notre relation avec la Grande-Bretagne, en mettant sur la table d'autres dossiers qui peuvent être liés à la finance, à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, nous obtiendrons gain de cause. Mais il faut mettre ce dossier des migrants au top de la liste des sujets politiques avec la Grande-Bretagne. Ça ne peut pas être traité au niveau technique, ça doit être traité au niveau du prochain chef de l'État pour obtenir gain de cause. Michel Urvois, Ouest France. Au-delà de Calais, il y a toute la question de la politique migratoire. Je voudrais interroger sur un point précis. Vous avez dit qu'il faut renvoyer les fichiers S. Comment fait-on? Sur quels critères? Et est-ce que c'est légalement, moralement possible? Alors, je veux bien préciser ma position. Là aussi, sur des sujets aussi importants, il faut juste savoir où on veut emmener notre pays. L'enjeu, c'est la protection des Français. C'est avoir la garantie que les attentats que nous avons connus ne se renouvelleront pas en France. Proposition que je fais, c'est de donner la possibilité aux juges, et je dis bien aux juges, d'interpeller de manière préventive un individu dont on sait qu'il pourrait passer à l'acte sur notre territoire et qui pourrait commettre un acte terroriste. Si un juge a tous les éléments d'information, fiché ou pas fiché, c'est pas la question. Donc pointer les fichiers S, ça n'a pas de sens. Ça a du sens dans la mesure où la plupart de ces personnes peuvent se trouver parmi les fichiers S. Sinon c'est préoccupant, ça voudrait dire que les services de renseignement ne font pas leur travail. Donc c'est pas les fichiers S, c'est ceux qui présentent un danger. En tant que tels, c'est tous ceux qui peuvent présenter un danger immédiat sur la sécurité des Français, qui s'apprêteraient à commettre un acte terroriste, qui ont passé un coup de fil à une organisation terroriste ou à un individu qui a déjà commis un acte terroriste, qui a eu un comportement suspect. Interpellation préventive et incarcération. Et s'il s'agit d'un ressortissant étranger, je souhaite que le juge l'expulse automatiquement, je dis bien automatiquement, du territoire français. Car un ressortissant étranger qui s'apprête à commettre un crime en France n'a pas sa place en France. Même si c'est vers un pays en guerre, même si c'est vers la Syrie, même vers n'importe quel autre pays. Un ressortissant étranger, Michel Urvoas, qui s'apprête à commettre un crime en France, n'a pas sa place en France. Bruno Le Maire, je voulais revenir sur sur le volontariat pour les communes. Est-ce que vous pensez que si on avait effectivement demandé systématiquement l'avis des communes, on aurait trouvé de la place pour 6000 personnes en France? Ce qui paraît peu, effectivement, mais quel maire, finalement, aurait pris ce risque-là? Je rajoute la question, est-ce que vous avez été choqué par l'appel de Laurent Wauquiez, qui a appelé les maires de sa grande région, 8 millions d'habitants, à ne pas accueillir des migrants?
Je vous dis que c'est au maire de décider, c'est pas des présidents de région, c'est à chaque maire de décider. Et moi je vois dans ma région Normandie, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un certain nombre de maires, il y a des maires qui étaient prêts à accueillir des migrants, mais ils en ont discuté avec leur population. Ils ont fait des réunions avec leur population, ils en ont parlé dans leur conseil municipal, ils ont regardé s'ils avaient des places disponibles, ils ont regardé s'il y avait des places d'école disponibles. Parce que je rappelle que dans l'état du délai de traitement des demandes d'asile, quand vous accueillez 10, 15, 20 familles, vous allez avoir 10, 15, 20 enfants qui vont être scolarisés dans les écoles de votre commune pendant 12 mois, 18 mois, voire 2 ans. C'est une responsabilité qui est lourde et pour moi, cette responsabilité ne peut être prise que sur la base du volontariat. Et si vous aviez été maire d'une commune, vous auriez plaidé pour l'accueil de migrants chez vous? Tout dépend de la commune dans laquelle je suis. C'est-à-dire que si ma commune a des possibilités d'accueil, qu'il y a des places de logement disponibles, des places d'école, pourquoi pas? Et si ma population comprend le sens de ce que je propose. Vous savez, nous ne sommes plus dans un pays où on peut imposer d'en haut les choses en disant « circulez, il n'y a rien à voir, vous ne décidez pas, on a décidé pour vous ». Ça ne marche plus comme ça en France, je suis désolé. Les gens sont libres, sont responsables, on dialogue avec eux et on obtient leur consentement avant de leur imposer l'accueil de personnes. C'est Bruno Le Maire, le candidat à la primaire de la droite et du centre, qui est l'invité de Territoire d'Info Spécial pendant 1 heure avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes député de l'Eure quand vous faisiez référence à votre région Normandie. On passe au thème 2, si vous le voulez bien, Bruno Le Maire, la place des territoires dans votre projet. Que faites-vous de la réforme territoriale? Michel Urvois va vous questionner aussi là-dessus. Oui, on était déjà dans la commune, si je puis dire, avec la capacité offerte aux maires de choisir. Cette réforme territoriale, vous l'avez très critiquée, la droite l'a très critiquée. Est-ce que vous gardez le découpage régional? Est-ce que vous gardez les métropoles? Et qu'est-ce que vous faites des départements si vous êtes président demain? Oui, je garde le découpage régional. Parce que je considère que dans l'état où est notre pays, d'appauvrissement des Français, de déclassement, avec 6 millions de chômeurs, avec des déficits publics qui se creusent de plus en plus, nous n'avons pas une seconde à perdre pour transformer notre économie. Et que revenir sur le découpage régional créerait beaucoup de difficultés. Donc c'est pas l'urgence. Une petite exception à laquelle je tiens, qui est la question de l'Alsace. Je souhaite que le Bas-Rhin et le Haut-Rhin puissent fusionner et obtenir un statut particulier au sein de la grande région de l'Est, parce qu'il y a une attente très forte chez mes amis alsaciens de ce côté-là, et je partage cette attente. Ensuite, il y a les départements. Je tiens aux départements. Et je souhaite qu'on maintienne des départements. Et vraiment, je tire la sonnette d'alarme vis-à-vis de tous ceux qui disent on peut mettre une croix sur le département. Le département, c'est notre histoire. C'est le régime napoléonien. C'est la structuration administrative de notre pays. Et c'est la proximité pour les gens. C'est une question économique quand même. Non, mais je crois vraiment que le département a du sens, qu'il faut le garder, qu'il faut le conserver, que les gens se reconnaissent dans leur département. Et je veux lui fixer une mission, une seule. C'est la gestion des prestations sociales. Je souhaite que toutes les prestations sociales, demain, soient traitées dans un guichet unique au niveau du département, que les caisses d'allocation familiale soient regroupées à l'intérieur des départements pour que lorsque vous venez chercher votre allocation familiale, votre RSA, l'interlocuteur unique de toutes les prestations sociales doit être demain le département. Dans votre politique de réduction de la dépense publique, est-ce que vous serrez la vis aux collectivités locales? Est-ce que vous continueriez à baisser les dotations comme le fait la gauche aujourd'hui? Moi, je veux donner de la visibilité aux communes. Comment est-ce que l'on fait? Leur donner de la visibilité, c'est avoir une loi de programmation des finances publiques territoriales. C'est la proposition que je fais. Que chaque commune sache que sur 5 ans, il y a une loi de programmation. Et donc chaque commune saura de quelle dotation globale de fonctionnement elle peut disposer chaque année. Plutôt que le système actuel où on coupe à chaque fois et les communes se retrouvent dans des situations qui sont intenables. La deuxième grande orientation que je propose, c'est redonner aux communes plus de liberté dans leur fonctionnement et dans leur organisation. Elles pourront revenir sur les rythmes scolaires. Je leur donnerai, si demain je suis élu président de la République, je donnerai à toutes les communes de France la possibilité de revenir sur les rythmes scolaires, pour leur redonner de la souplesse et leur permettre de faire des économies si elles le souhaitent. Enfin, et c'est peut-être le plus important, je souhaite que demain les communes soient libres de recruter sous un statut privé leurs agents, en choisissant le montant des rémunérations de leurs agents publics, en choisissant le montant des augmentations, pour qu'elles retrouvent une liberté dans leurs dépenses de fonctionnement. Ça passe par la suppression du statut de la fonction publique territoriale qui s'éteindra progressivement. Il ne s'agit pas de retirer le statut à ceux qui l'ont aujourd'hui, mais à chaque fois qu'un agent public territorial partira à la retraite, il pourra être remplacé par un agent privé. Regardez l'absurdité de la situation actuelle.
On demande aux communes de réduire leurs dépenses de fonctionnement et en même temps, elles ont des agents publics dont le niveau de rémunération est fixé par l'État. Et donc quand l'État augmente la rémunération de ses agents, les dépenses de fonctionnement des communes augmentent automatiquement et elles ne peuvent pas gérer bien leur commune. Et justement, la suppression progressive de la fonction publique territoriale, ça concerne environ 2 millions de personnes qui sont 1,8 million exactement. Qui sont du coup assez inquiètes parce qu'elles se disent, bon, au moins quand on est dans la fonction publique territoriale, on a un avancement régulier. Si vous les mettez sous statut privé, c'est plus du tout la même chose. Et à ce moment-là, où sont les économies? Alors je veux les rassurer. Il peut y avoir des inégalités de territoire. C'est très important. Les inégalités de territoire aussi, pointe Hervé Favre. On parle de 1,8 million de Françaises et de Français. Et je tiens à les rassurer, on ne retirera son statut à personne. Ceux qui veulent passer sous statut privé pourront le faire, sur la base du volontariat. Ça peut avoir un avantage. Si jamais vous voulez progresser dans votre carrière, vous pourrez le faire sans passer un concours supplémentaire. Ça vous donne de la liberté, de la souplesse. Ensuite, seuls ceux qui partent à la retraite seront remplacés par des agents privés. Je ne retirerai à personne son statut du jour au lendemain. Seuls les agents qui partiront à la retraite seront remplacés par des agents privés. Ensuite, je voudrais expliquer le sens de cette mesure. Ce n'est pas uniquement réduire les dépenses de fonctionnement des communes et leur laisser plus de liberté de gestion, même si c'est important. C'est que je ne vois pas pour quel motif d'intérêt général on donnerait un statut de fonctionnaire avec toutes les protections que cela représente, à une personne qui peut être chargée de la gestion des espaces verts à Nevers, ou de la politique culturelle à Nancy, ou du financement de la ville à Brest. Pourquoi est-ce qu'il aurait un statut de fonctionnaire? Quel sens cela a par rapport à l'intérêt général? Regardez nos soldats. Ils sont au cœur des activités régaliennes de l'État, de la protection des Français. Mais tous nos soldats, aujourd'hui, sont embauchés sous contrat de 5 ans. Mais avec cette liberté de rémunération, est-ce que vous n'allez pas faire des hauts salaires dans les communes riches et des petits salaires dans les communes pauvres, en particulier rurales? Je pense qu'on aura des salaires qui correspondront à ce que les communes peuvent payer en fonction de leur niveau de richesse. Donc une fonction publique territoriale qui ne s'appellera plus comme ça, mais à 2 vitesses. Mais ce ne sera plus une fonction publique territoriale. Ce sera des communes qui fonctionneront avec des agents, avec des niveaux de rémunération que peuvent se payer les communes. Ça évitera d'avoir des communes qui aujourd'hui s'appauvrissent. Ça permettra à des communes de retrouver des capacités d'investissement pour améliorer justement, et c'est bien l'intérêt général, la vie de chacun de nos compatriotes. Aujourd'hui, les communes ne s'en sortent plus financièrement. Alors justement, Bruno Le Maire, une vraie réponse concrète et efficace. Là-dessus, justement, on a beaucoup parlé de dépenses et les collectivités territoriales se plaignent finalement tous les ans d'être exsangues. Qu'est-ce que vous prévoyez du côté recettes? Puisque notamment les régions n'ont pas de recettes propres à la hauteur des besoins. Les départements aussi. Que j'essaye d'être cohérent et d'imaginer la France de demain. Tous ceux qui ne veulent pas toucher au statut de la fonction publique territoriale, qui donc laissent aux communes la même charge en termes de dépenses de personnel, je leur pose la question. Ils font comment pour redonner des capacités d'investissement aux communes? Ils augmentent la dotation de l'État, c'est impossible. Nous n'avons pas les moyens. Moi, je veux permettre aux communes de mieux gérer leurs administrations, mieux gérer leurs communes avec plus de liberté et plus de souplesse. Je pense que c'est la seule façon de retrouver des marges de manœuvre. Et je rebondis sur la question que vous posiez tout à l'heure parce qu'elle est très importante. Quel territoire on veut demain? Est-ce qu'on veut une France dans laquelle toutes les richesses se concentrent sur les grandes métropoles, qui auront les entreprises, qui auront les usines, qui auront les centres de recherche, les laboratoires, les universités, et puis on laisse tomber les territoires périurbains et les communes rurales, qui ont été les grandes abandonnées depuis des années? Moi, je souhaite... déjà le cas. Oui, c'est le cas. Paris et le désert français, c'est le cas. Mais un des grands enjeux des 25 prochaines années, c'est de redonner aux territoires ruraux des capacités de développement économique qu'elles ont perdues depuis des années. Et ça passe par des choix que j'assume totalement, notamment des investissements publics pour les communes rurales. Moi, je propose, pour être très concret, que d'ici 2025, toutes les communes rurales aient accès au très haut débit par fibre pour favoriser le développement économique, favoriser le développement de la santé dans les territoires ruraux. Bruno Le Maire, vous allez être entendu par nos amis de Campagne TV qui diffusent cette matinale d'info 3 fois aujourd'hui. C'est un sujet, vous le savez, c'est délégué qui me tient particulièrement à cœur. On a abandonné les campagnes. On a abandonné les communes rurales. On n'a pas investi dans ces communes et c'est un véritable scandale français par rapport à ce qu'est la France, par rapport à ce qu'est notre nation. Michel Leroy. Un exemple de politique territoriale, d'un dossier territorial. Dans l'Ouest, toutes les collectivités concernées ont voté pour la construction d'un aéroport. Est-ce que vous, président, chef de l'État, vous laissez faire, vous dites, vous avez voté ça, faites-le? Est-ce que Notre-Dame-des-Landes doit se construire? Oui. Oui, et sans aucune hésitation. La population s'est prononcée.
Il y a eu un référendum. Je ne vois pas comment la décision de la population ne peut pas être respectée. Et au-delà de l'intérêt de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, moi j'y suis favorable. Pour en discuter, il y a un débat sur ce sujet, j'y suis favorable. Je soutiens la position de Bruno Retailleau sur ce sujet. Mais au-delà de ça, c'est notre démocratie qui est en jeu. Est-ce que la parole du peuple est respectée, oui ou non? Consultez les Français pour leur dire au bout du compte, désolé, c'est pas possible. On ne peut pas faire respecter votre décision. Mais vous imaginez l'affaiblissement de la démocratie et de la puissance publique que ça représente. Le peuple a tranché, il a choisi... Vous demandez l'évacuation? Je demande l'évacuation immédiate de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et vous regarderez dans le projet qui est le mien, le contrat présidentiel que j'ai proposé, une des premières décisions que je prendrai si j'étais élu président de la République. C'est de faire évacuer sans aucun délai la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Parce que le peuple a tranché et que la voix du peuple doit être respectée. Bruno Le Maire est l'invité de Territoire d'Info ce matin, de Public Sénat, de Sud Radio et également avec TV5 Monde. Vous serez regardé par les Français à l'étranger et les francophones. On passe au troisième thème de cette matinale à vos côtés avec Nathalie Moret, avec Bruno Le Renouveau. Aujourd'hui avec cravate, j'ai remarqué d'ailleurs. Oui, ça dépend des jours, mais ce matin, ça me faisait plaisir d'en mettre une pour vous, Cyril. Merci, c'est gentil à vous. Elle est assortie au décor en plus. Merci. Exactement. Nathalie Moret avec Bruno Le Renouveau. Oui, vous venez de parler de votre contrat présidentiel, il fait 1014 pages. Quand on fait une campagne sur le renouveau, le renouvellement des équipes politiques, le renouvellement de la façon de faire la politique, est-ce que présenter un contrat présidentiel de 1014 pages, c'est pas complètement une façon de faire du renouveau? En gros, 1014 blocages. C'est une façon justement de répondre au blocage et de dire très précisément ce que je ferai. Je crois que les Français en ont assez de signer des chèques en blanc en politique, qui leur avancent des grands slogans, des grandes déclarations, mais qui ne s'engagent pas sur des propositions précises, chiffrées. Je vous parlais tout à l'heure du très haut débit pour les zones rurales. Vous verrez que dans le contrat présidentiel qui est le mien, il y a tout un développement pour bien expliquer à toutes les communes rurales, voilà comment nous financerons ce très haut débit, voilà comment nous le mettrons en œuvre, et voilà pourquoi en 2025, vous aurez accès à la fibre dans vos territoires. Et sur tous les sujets, je pense que c'est important de prendre des engagements précis, concrets, chiffrés, financés. Ça ne veut pas dire, Nathalie Moret, que derrière, il n'y a pas une vision de ce que doit être la politique en France. Et un projet plus vaste. C'est quoi le projet qui se trouve derrière? C'est d'abord engager toutes les transformations économiques que nous avons refusé d'engager depuis 15 ans et que l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne ont engagé depuis très longtemps. C'est en deuxième lieu rétablir l'autorité de l'État. C'est en troisième lieu faire attention à la solidarité. Le social en France a tué la solidarité. Moi, je veux réduire la place du social, c'est-à-dire réduire l'argent qui va à des gens qui n'en ont pas réellement besoin pour la solidarité, pour ceux qui en ont réellement besoin. Et enfin, derrière le renouveau, il y a une quatrième idée qui me tient très à cœur. C'est la transformation totale de notre système éducatif qui est en faillite et la réaffirmation de la culture française. Justement, dans votre programme, le renouveau, pour vous, c'est aussi de briser les tabous. Il y en a un très fort que vous brisez, c'est celui du SMIC, puisque vous proposez des emplois rebonds pour les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, et donc, grosso modo, du SMIC à 5 €. Est-ce que c'est ça, le renouveau? Est-ce que c'est briser les tabous? Le renouveau, c'est ce qui marche. C'est ce qui est efficace. L'efficacité, elle est au cœur de mon projet pour la France. Je ne veux pas qu'on se laisse enfermer dans des vieilles solutions qui ne marchent pas parce qu'on n'a pas le courage d'en inventer de nouvelles. Qu'est-ce que je propose avec ces emplois rebonds? C'est tout simplement de tendre la main à ceux qu'aujourd'hui on a oubliés et délaissés. Tous ceux qui sont très éloignés de l'emploi, tous ceux qui sont les plus fragiles, tous ceux qui sont au RSA depuis 4 ou 5 ans, qui ont perdu la compétence, qui ont perdu le lien avec le travail, qui ont perdu parfois le sens du contact et le sens des horaires, et à qui on dit dans le fond, vous n'avez aucune chance de retrouver un boulot, donc contentez-vous de votre chèque. Jamais on vous donnera un emploi. Ça me révolte qu'en France, on puisse laisser des centaines de milliers de personnes de côté comme ça. Donc oui, je propose quelque chose de neuf. Je propose qu'une entreprise puisse recruter ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi, en les rémunérant. Uniquement pour celles-ci. En les rémunérant, je dis bien, c'est uniquement pour les personnes très éloignées de l'emploi. Uniquement 20 heures par semaine. Uniquement pour une durée d'1 an, parce qu'il s'agit de remettre le pied à l'étrier. Ce n'est pas un emploi durable rémunéré en dessous du SMIC. Et la personne qui, tout d'un coup, retrouvera une entreprise, retrouvera des collègues de travail, retrouvera une qualification, réapprendra à travailler, elle pourra cumuler cette rémunération en dessous du SMIC avec son aide sociale, avec son RSA. Et au total, elle sera rémunérée 1 000 € par mois
pour 20 heures de travail par semaine. Alors maintenant que chacun fasse son choix et que tous ceux qui, à droite comme à gauche, me tombent dessus pour critiquer cette proposition, assument que eux, ils veulent garder le chômage. Eux, ils veulent laisser les plus fragiles dans la situation de dépendance par rapport aux aides sociales. Alors que moi, je propose qu'une personne très éloignée de l'emploi puisse se remettre au travail 20 heures par semaine, gagner 1 000 € par mois et retrouver dignité et fierté par le travail. Vous parlez vous prenez aussi une allocation de solidarité unique, mais le thème à la mode aujourd'hui, c'est le revenu universel. C'est-à-dire que tout le monde recevrait un revenu de base, libre à lui de l'augmenter en travaillant ou non. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée Je pense que c'est une idée au contour très flou. Qui est dans la campagne des primaires à droite, d'ailleurs. Je me méfie des idées au contour très flou. L'élection présidentielle a lieu dans un peu plus de 6 mois. Si demain je gagne cette primaire et que je suis candidat à l'élection présidentielle et que demain, en mai 2017, je suis élu président de la République, je veux que toutes les propositions que je fais soient crédibles, puissent être mises en œuvre tout de suite. Celle-là ne l'est pas. Je ne m'avance pas sur des propositions. Elle mérite discussion, elle n'est pas inintéressante, cette proposition. Simplement, je suis un responsable politique. Et le mot de responsabilité, ça a du sens. Je ne propose dans mon contrat présidentiel que des choses dont j'ai l'assurance que si demain je suis élu président de la République, je pourrai les mettre en œuvre tout de suite. L'allocation de solidarité unique, plafonner l'ensemble des aides sociales à 60% du SMIC pour bien créer une différence entre les revenus du travail et le revenu des aides sociales. Ça, nous pourrons le mettre en œuvre. Et je vais être très précis, nous pourrons le mettre en œuvre en plusieurs mois, car ça prendra du temps d'arriver à mettre en place cette allocation sociale unique. Parmi vos promesses, il y a l'emploi public. Vous promettez de supprimer, de faire disparaître 500 000 emplois publics. Sauf dans l'armée, sauf dans la police, sauf dans la gendarmerie, sauf dans la justice, sauf. Où est-ce que vous les supprimez ? Précisément, parce que vous en parlez tous les jours, mais on attend des réponses précises. Je vais vous répondre très précisément. Tous les ministères seront concernés, à l'exception, Michel Urvoas, vous les avez cités, de la police, de la gendarmerie, de la justice, et j'y tiens parce que c'est majeur à mes yeux, des personnels de santé. Il est hors de question de réduire les personnels de santé. Donc vous concentrez 500 000 suppressions sur, grosso modo, la moitié de la fonction publique. Je rappelle que ces 500 000... Y compris l'éducation. L'éducation nationale aussi. Uniquement de postes de fonctionnaires. Je rappelle aussi un chiffre très important. Entre 2017 et 2022, 700 000 fonctionnaires partiront à la retraite. 700 000 fonctionnaires partiront à la retraite. Donc mettez en comparaison les 700 000 départs à la retraite et les 500 000 suppressions d'emplois publics, pas uniquement de postes de fonctionnaires. Oui, l'éducation nationale sera concernée. Oui. Parce que nous demanderons à tout nouvel entrant dans l'éducation nationale de travailler davantage. Un certifié qui rentre aujourd'hui au collège va travailler 18 heures par semaine. C'est son obligation légale. Je précise que c'est 18 heures devant les élèves. Pour avoir été moi-même enseignant, je sais que ça représente beaucoup plus à côté. Demain, ce sera 20 heures. Demain, ce sera 20 heures. Un agrégé qui travaille aujourd'hui au lycée, il a 15 heures d'obligation devant les élèves. Demain, ce sera 20 heures. Donc ça permet de récupérer, payer 20 heures. Payer 20 heures, donc payer plus. Mais ça permet effectivement de récupérer beaucoup de postes de fonctionnaires et de réduire le nombre de postes de fonctionnaires. Troisième remarque, vous avez aujourd'hui une révolution numérique qui change tout. Enfin, je ne vois pas pourquoi la révolution numérique changerait tout dans le secteur privé et ne changerait rien dans l'administration. Ça permet d'économiser des places de manière considérable. Regardez un site que je connais bien, amende.gouv.fr. Il m'arrive souvent d'avoir... Pourquoi vous le connaissez bien? Parce que, comme je conduis moi-même ma voiture, il peut m'arriver de perdre des points, d'être mal garé, d'avoir une amende. Donc je consulte fréquemment ce site. Vous les payez, hein? Vous imaginez le nombre de postes d'emploi public que ça permet de réduire? Quand j'étais ministre de l'Agriculture, hier, quand on faisait les déclarations de la politique agricole commune, chaque dossier était épais comme ça, il fallait le traiter à la main, feuille par feuille. Aujourd'hui, c'est des télédéclarations numériques. Vous économisez des emplois publics. Donc vous pouvez, avec la révolution digitale, économiser des postes de fonctionnaires et des postes d'emploi public. Enfin, tout dernier point, je rappelle que je propose de mettre fin aux contrats aidés. Et que parmi ces contrats aidés, un peu plus de 400 000, il y en a 180 000 qui sont effectivement des emplois publics. Dernier point, Bruno Le Maire, très vite, il nous reste 30 secondes. Vous voulez supprimer l'ISF. Une grande majorité des Français, 76% je crois, sont pour. Je maintiens que la suppression de l'ISF est nécessaire pour redonner un élan à notre pays, faire revenir tous ceux qui peuvent créer de la richesse. En revanche, ce qui est profondément... Oui, mais c'est très important. Supprimer l'ISF
Et de l'autre côté, augmenter la TVA, comme le proposent François Fillon et Alain Juppé, c'est profondément injuste. Parce que vous faites porter sur les catégories populaires une augmentation d'impôts. La droite n'est pas élue pour augmenter les impôts. Moi, je propose la baisse de la CSG qui permettra de réduire les impôts de tous les Français. Merci. Bruno Le Maire, fin de cette première partie. Merci Michel Urvois de Ouest France, Hervé Favre de La Voix du Nord, Nathalie Moret du Progrès de Lyon. Vous étiez face à la PQR. On va maintenant regarder ensemble le premier zapping politique des matinales, le Zap Élysée, et on se retrouve avec Bruno Le Maire, l'invité de la matinale d'info ce matin. Il y a des raisons de sortir de cette résignation, de cette sinistrose. Oui, il y a le chômage. Alors bien sûr, il est beaucoup trop haut. Oui, il y a une inversion de la courbe du chômage dans l'année 2016 et François Hollande est en train de relever le défi et de la bataille de l'emploi. Là-dessus, on peut applaudir François Fillon, non, François Hollande. On applaudira François Fillon parce que François Fillon, c'est celui qui nous permettra de retrouver la croissance. Oui, 1 milliard d'euros, je vous dirais que ça nous a coûté, à nous les contribuables. Parce que la réalité, c'est que François Hollande a acheté la baisse du chômage. Le Canard estime que cette baisse du chômage a été obtenue en plus artificiellement. Beaucoup de chômeurs seraient envoyés en stage afin d'être sortis des statistiques. François Mitterrand, l'ancien président, aurait eu aujourd'hui 100 ans. Un hommage lui a été rendu sous la pyramide du Louvre. François Mitterrand, un opposant qui n'a jamais cédé au moindre découragement, même quand les épreuves semblaient l'avoir écarté à tout jamais de la vie politique. Le risque, c'est que nous soyons zappés de la présidentielle. On a un problème d'incarnation. Par exemple, Jean-Pierre Mignard, qui est un de ses amis proches, lui dit « c'est dangereux d'y aller, il ne faut pas se faire humilier ». Est-ce que vous lui donnez aussi ce conseil ? Un homme, François Mitterrand, qui n'a cessé de rassembler la gauche pour ensuite unir le pays. Quand vous entendez le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, s'il était à votre place il y a 2 jours, dire « si c'est pas Hollande, ça pourrait être Valls », qu'en dites-vous, Manuel Valls? Mais tout cela, je l'entends. Oui, et donc? Emmanuel Macron, toujours pas candidat, dit son attachement à la fonction présidentielle, pas forcément au chef de l'État. Il doit tenir compte de la situation. Il doit donner un sens à ce que pourrait être sa candidature et un nouveau quinquennat. Cette décision lui appartient. Les fonctions qu'on occupe à un moment donné, elles nous dépassent. Et donc moi, mon souhait, à tous égards, c'est qu'on n'affaiblisse pas la fonction présidentielle. Il y a cette phrase qu'on sort souvent de Mitterrand, je serai le dernier des grands présidents, après moi il n'y aura que des comptables. Il avait raison? Écoutez, il l'a dit. Dans l'hypothèse où Alain Juppé est le candidat Les Républicains, François Hollande n'arrive que 5e derrière le possible candidat Emmanuel Macron et derrière Jean-Luc Mélenchon. Il avait raison? Il l'a dit, et bon... Allez, sortez tout petit peu de votre réserve, il a raison? Non, mais il l'a dit. Venez faire une photo, alors. Attention, les copines, elles vont un peu rigoler. Oui, il faut du sang neuf. Et puis en même temps, on veut faire barrage à Nicolas Sarkozy. Donc on va voter pour Alain Juppé, qui est un vote par défaut. Et je dis à tous ces électeurs, un vote par défaut, ça donnera la même déception que François Hollande. Parce que justement, on le trouvait trop froid, trop ennuyeux. Mais vous dites, c'est l'époque qui a changé. Oui, parce qu'on a envie de s'ennuyer avec Alain Juppé. Non, mais voilà. Super, très bien. Une vraie déclaration d'amour. Eh oui, ça arrive. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bruno Le Maire, invité de la matinale de Territoire d'Info. Bonjour Bruno Le Maire, merci d'être avec nous. Vous êtes évidemment candidat à la primaire de la droite et du centre et député de l'Eure, on le répète jamais assez. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe, et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour. Mickaël, Bruno Le Maire, soyons honnêtes, ça ne se passe pas très bien pour vous dans les sondages. En ce moment, en tout cas dans les sondages, il vous reste 3 semaines pour faire la différence. Quelle recette pour gagner? Comment faire pour inverser la tendance? Être là ce matin, bien sûr, mais... D'abord, il y a des enquêtes d'opinion qui progressent. Donc les choses, vous savez, changent d'un jour à l'autre. Une semaine, ça baisse, une autre, ça remonte. Donc il faut savoir mépriser les hauts et repriser les bas. Jacques Chirac. Exactement. Excellent. Il me l'a répété suffisamment souvent pour que je puisse vous le dire aussi. Donc tout ça me laisse de marbre. D'accord. Vous vous considérez comme un enfant de Jacques Chirac? Je pense que j'ai beaucoup appris avec Jacques Chirac, oui.
et que tout le temps que j'ai passé à ses côtés, notamment sur les questions internationales, notamment pendant la crise irakienne, notamment sur les questions agricoles, ça m'a énormément appris. Mais pour revenir à ça, vous savez, une campagne, moi je ne connais qu'une solution, c'est aller voir les Françaises et les Français tous les jours, tous les jours, aller les convaincre, aller leur expliquer qu'il est temps en 2017 que nous passions à autre chose, et bien leur montrer l'enjeu de la primaire. La primaire, c'est est-ce qu'on continue avec les mêmes pour continuer comme avant, parce qu'on estime que ça va pas si mal que ça, on y vient. Ou est-ce qu'enfin, on change vraiment les choses dans notre pays. Alors, lors de votre premier débat télévisé avec les autres candidats aux primaires, vous sembliez pas très à l'aise, vous l'avez d'ailleurs reconnu. Je vous propose d'écouter un jeune élu, un peu déçu par Bruno Le Maire, par votre prestation. Il est réalisé par AIMV, l'agence d'information et de télévision, à Talence, près de Bordeaux. On regarde ensemble et puis vous lui répondez. Bonjour Bruno Le Maire, Guillaume Garrigue, étudiant, 24 ans, je suis conseiller municipal de Talence et conseiller métropolitain à Bordeaux Métropole. Je suis avec attention votre candidature depuis plusieurs mois maintenant. J'apprécie beaucoup les valeurs que vous mettez en avant, celles du renouveau politique, du renouveau des valeurs, des idées, des personnes qui composent notre paysage politique. J'aurais aimé que vous alliez un petit peu plus loin dans votre présentation de vos idées, des valeurs qui font votre singularité dans cette campagne lors du précédent débat. Comment voyez-vous le prochain débat? Comment comptez-vous aborder ce prochain débat le 3 novembre prochain? Bruno Le Maire, vous répondez? Moi j'aime bien les remarques de Guillaume Garrigue et je veux lui dire que en politique il ne faut pas regarder dans le rétroviseur, il faut regarder devant soi et être toujours à l'offensive. Et c'est ce que je vais faire dans les jours et dans les semaines qui viennent, pour mieux expliquer effectivement quel est le sens de mon engagement et ce qu'il y a derrière ma candidature. Derrière, il y a de la sincérité. Toute la démarche qui est la mienne depuis 2012, c'est d'aller voir les Français, de leur dire sincèrement les choses sur leurs problèmes et sur les solutions que je veux apporter. Alors ça peut susciter des critiques, comme sur les emplois rebonds, mais au moins il y a débat et au moins il y a de la sincérité. Il y a de l'efficacité. Le souci fondamental de l'efficacité qui anime ma candidature. Et enfin, derrière ma candidature, il y a aussi une volonté d'honnêteté. D'honnêteté par rapport aux Français. Parce que je crois que dans le paysage politique actuel, ce besoin d'honnêteté se fait fortement ressentir. Christophe Bordet, Sud Radio. Justement, vous parlez de ce besoin d'honnêteté, ça fait sans doute partie de Bruno le renouveau. Hein. On a demandé aux auditeurs de Sud Radio s'ils avaient des questions à vous poser. Par exemple, j'en ai retenu une, c'est Christine qui habite Enghien et qui dit, voilà, moi je trouve que Bruno Le Maire se la joue un peu... jeune, cool, la chemise ouverte, pas de cravate lors du dernier débat, il en a mis une ce matin, c'est très bien. Mais n'y a-t-il pas finalement un problème d'image qui est renvoyé? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur à ce niveau-là de donner un sentiment pas assez sérieux, pas assez costaud, pas assez épais? Alors d'abord, Christine remarquera ce matin que j'ai écouté ses conseils. Absolument. Ensuite, je pense que on ne peut pas vous reprocher à la fois d'être trop sérieux, pas assez sérieux, trop cool, pas assez cool. Moi, je suis là, c'est son ressenti. Oui, mais je veux dire à Christine, si jamais elle nous écoute, je suis ce que je suis. Je suis sincère, je ne dissimule rien. Et je pense qu'on peut avancer avec un projet crédible, un projet fort pour les Français, sans forcément tirer une tête de 50 km de long, sans avoir une mine grave, sans forcément ennuyer les gens, sans forcément donner le sentiment... Qui ennuie? Toutes les plaies d'Égypte vous sont tombées dessus. Il faut rassurer. Qui ennuie chez vos concurrents? Rassurer, ça n'est pas déprimer. On peut rassurer, et je pense que le sérieux de mon projet, la volonté de véritablement transformer ce modèle économique, social, politique, qui est totalement épuisé. Nous sommes à la fin d'un cycle, c'est fini. Le modèle politique tel qu'il existe aujourd'hui, c'est fini. Notre modèle économique qui redistribue des richesses sans en créer, c'est fini. Notre modèle social, laissez-moi terminer. Notre modèle social, dans lequel on dépense beaucoup pour des gens qui n'en ont pas réellement besoin, où il y a de la gabegie, où il y a du gaspillage d'argent public, c'est fini. Ce qui doit prendre la place demain, c'est la solidarité. Sarko, Juppé et Fillon sont épuisés. Notre modèle éducatif, qui emmène tous les enfants uniquement vers la voie générale et vers l'université, et qui ne veut pas valoriser la voie professionnelle, c'est fini. On est à la fin du cycle. Et je dis à Christine, maintenant, faites votre choix. Ce n'est pas une question de savoir si on est cool, sérieux ou pas sérieux. La question, c'est de savoir où on veut aller. Moi, je veux transformer en profondeur notre modèle. Nous sommes à la fin d'un cycle. Donc vos concurrents, c'est la fin du cycle. Michael Zamès. Et ils sont épuisés. Mais la fin du cycle, c'est d'abord la fin de ce modèle politique, économique, social, éducatif qui est totalement dépassé. Et ce que je vois chez mes concurrents, c'est des rustines qu'on met ici, qu'on met là,
mais pas l'invention d'un nouveau modèle économique, social ou éducatif. Prenez la question de l'éducation. Je suis le seul à dire, voilà, la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem, il faut l'abroger. Le collège unique, c'est fini. On va mettre en place un collège diversifié. On va transformer totalement notre système éducatif et changer l'objectif du système éducatif. Ça n'est plus 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. C'est 100% d'une classe d'âge avec un travail. Vous voyez, ça, ce sont de vraies transformations. Et mes concurrents à la primaire ne les portent pas. Justement, Michael Zamès, Public Sénat. Alain Juppé, c'est voté par défaut. Les Français vont-ils aller voter Alain Juppé comme ils ont voté pour François Hollande? Moi, j'aimerais surtout qu'ils aillent voter Bruno Le Maire. Ouais. Et si c'était un vote par défaut, vraiment? Ce que je constate, j'écoute ce que me disent les gens. J'entends beaucoup de gens qui me disent, écoutez, c'est bien parce qu'avec vous, on sent qu'effectivement, les choses pourraient vraiment changer. Et que vous voulez nous accompagner vers un nouveau modèle. Vous voulez réinventer notre pays. Et sans doute que nous sommes arrivés au point où c'est ce qu'il faut faire. Mais malgré tout, on ne va pas forcément voter pour vous, parce qu'on veut faire barrage à Nicolas Sarkozy. Donc cette primaire, c'est un référendum pour ou contre Nicolas Sarkozy? À l'heure où je vous parle, oui. Le 20 novembre, non. Et tout le combat que je lis, c'est pour ramener les gens aujourd'hui le 20 novembre? Parce que je pense que dans les 3 semaines qui viennent, nos électeurs vont petit à petit comprendre, ouvrir les yeux, réfléchir à la gravité de ce vote, en se disant mais le 20 novembre, on vote tout de même pour celui qui pourrait être président de la République. Est-ce qu'on vote par défaut? Et Nicolas Sarkozy Est-ce qu'on vote par défaut? C'est ça que vous dites. Si on vote par défaut, nous aurons l'élection de 2012 et la même déception qu'avec François Hollande. Il faut, le 20 novembre, faire un vote positif. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que la primaire a 2 tours. Donc au premier tour, on peut voter pour le projet mais d'accord, mais Bruno Le Maire qui vous enthousiasme. Bruno et Le au Maire. deuxième tour, si on veut éliminer quelqu'un, on élimine. On va mais au parler premier du premier tour, Bruno Le Maire. on vote positif, on vote pas négatif. Comment vaincre le duel? Parce qu'au final, aujourd'hui, la primaire, on a l'impression qu'elle se résume à un duel. C'est Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Comment vaincre ce duel? Comment être vraiment... s'introduire dedans et tout faire exploser? Et alors au deuxième débat, vous allez taper sur qui? Vous connaissez la remarque de Bismarck, dans un jeu de puissance à 3, il faut être l'une des deux. Et c'est toujours comme ça que les choses évoluent. Il faut être une de ces 2 puissances. Comment? En expliquant, comme je viens de le faire, qu'au premier tour, chaque électeur doit se prononcer pour un projet, pour un candidat, et pas éliminer l'un ou l'autre. Parce que sinon, nous aurons une élection ratée. Si au deuxième tour, on veut éliminer un candidat, on peut le faire. Mais au premier, on choisit un candidat, on choisit un projet, on choisit une vision de la France. On choisit ce qui paraît bon pour ses enfants. C'est ça qui compte. Alors justement, au deuxième débat, vous allez taper sur qui? Vous allez focaliser sur quoi pour faire passer ce message? Sur mon projet. J'aborde pas le deuxième débat en me disant tiens, je vais taper sur l'un ou taper sur l'autre. C'est pas le sujet. Je veux que les électeurs comprennent que le projet que je porte de transformation éducative, sociale, politique, cette idée d'en finir avec la caste politique et de la renouveler totalement, que je propose par référendum le 18 juin 2017, mettre fin au cumul des mandats, au cumul dans le temps, obliger les hauts fonctionnaires à démissionner de la fonction publique quand ils font de la politique, réduire le nombre de députés, réduire le nombre de sénateurs. Mais je suis le seul à porter ce renouvellement politique. Le renouvellement syndical. Mais si c'est une préoccupation des Français, si vous ne renouvelez pas le syndicalisme, si vous ne mettez pas fin au monopole syndical comme je le propose, mais vous n'aurez aucun changement dans notre société, aucune des transformations nécessaires. Donc le prochain débat, je l'aborde avec la volonté de défendre mes idées, de porter mes convictions, avec le plus d'enthousiasme possible. J'imagine que c'était la même chose au premier débat. Or, ça n'a pas fonctionné, vous le savez bien. Mais il faut savoir tirer les leçons de... Donc, mettez quoi sur la table? Il faut savoir mettre soi-même sur la table ses convictions, ses tripes, ses idées. Oui, quand on approche de l'échéance, quand on est à quelques jours du premier tour de l'élection, il faut parler avec son cœur, dire à quel point ce que je propose n'est pas une invention théorique, n'est pas le produit de technocrates qui ont réfléchi en chambre. C'est 4 années de déplacement en France. C'est des dizaines de milliers de Français rencontrés. C'est un projet qui vient des Français, qui vient des territoires. C'est 4 années de rencontres, d'échanges avec tous les citoyens. Bruno Le Maire, il y a une question qui vous sera posée lors de ce débat, c'est de savoir avec qui vous allez gouverner si jamais vous êtes président de la République. La majorité de demain, vous la voyez avec qui? Avec François Bayrou? Non. 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 Donc comme Nicolas Sarkozy alors? Pour une raison qui est simple, François Bayrou a appelé à voter pour François Hollande en 2012. Donc il porte une responsabilité dans
ce quinquennat qui restera donc vous rejoignez probablement Nicolas Sarkozy sur ce point. de Contre l'histoire de Alain la Juppé. 5e République. Et contre Alain Juppé. En revanche, vous savez, moi j'ai des gens du MoDem qui travaillent avec moi. Le MoDem ne se résume pas à François Bayrou. J'ai beaucoup de centristes qui travaillent avec moi. Hervé Morin, Yves Gégaud travaillent avec moi et m'apportent un soutien qui est extraordinairement précieux. Donc avec les centristes, mais pas avec François Bayrou. Et on a la possibilité et même le devoir de travailler avec tous ceux qui veulent l'alternance avec la gauche. Mais tous ceux qui veulent l'alternance avec la gauche ne peuvent pas être ceux qui ont voté pour la gauche. Est-ce que, juste une chose, est-ce que cette primaire, vous craignez qu'elle soit volée justement par les électeurs de gauche ou par Bayrou et ceux qui croient en lui? En démocratie, on ne craint ni le rapt, ni le Nicolas vol. Sarkozy le craint, c'est pour ça que je vous pose cette question. Je suis confiant. Tous ceux qui veulent l'alternance avec François Hollande, tous ceux qui ne veulent plus de la gauche au pouvoir qui a échoué, sont les bienvenus dans cette élection. Et quand vous êtes en meeting, quand vous allez à la rencontre des Français, vous avez dans les salles des gens qui viennent d'horizons extraordinairement différents. Enfin, disons les choses très clairement. Dans une réunion publique, vous pouvez avoir des électeurs du Front National. Vous pouvez avoir des électeurs du Parti Socialiste. Vous avez évidemment une majorité d'électeurs qui viennent des Républicains ou du centre. Mais mes réunions publiques, je ne demande pas sa carte d'identité et sa carte d'électeur ou sa carte de parti à chaque personne qui rentre dans une de mes réunions publiques. J'étais à Melun il y a 2 jours. Il y avait près de 500 personnes. Mais chacun est libre. Ce sont des citoyens qui ont le droit de vote. Et la seule chose que je reconnaisse, c'est des citoyens avec des droits de vote libres de se prononcer en fonction du projet que je propose. Et d'où qu'ils viennent, ils sont les bienvenus. Oui. Si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour, il reste de la une minute. primaire, vous ferez quoi? Vous vous rangerez auprès de qui? Du plus offrant? Et une question complémentaire, Bruno Le Maire, vous avez des contacts avec vos concurrents réguliers? Personnel, je parle. Mais il m'arrive de les croiser, je les connais depuis longtemps. Donc lorsque nous nous rencontrons, nous nous comportons comme des personnes courtoises et civiles. Je suis allé il y a quelques jours à cette cérémonie bouleversante à Nice, à la mémoire des victimes des attentats. Il y avait Nicolas Sarkozy, il y avait François Fillon, il y avait Alain Juppé. Nous avons discuté comme des personnes qui se connaissent depuis longtemps, qui n'ont aucune raison. Et la question de Christophe Bordet, alors, il y en a qui dit Bruno, la France a besoin de toi si vous n'êtes pas qualifié là pour la suite. Vous irez vers qui? Vous faites quoi? Je prends des engagements qui sont très clairs. Le premier, c'est que quand on participe à une compétition comme la primaire, on soutient le vainqueur, quel que soit le vainqueur. Je soutiendrai. Donc vous soutiendrez peut-être Nicolas Sarkozy. Je soutiendrai le vainqueur et je l'aiderai à gagner contre François Hollande, quel que soit ce vainqueur, même si je compte bien être ce vainqueur. Merci. Et en deuxième lieu, je dirais, dans tous les cas de figure, quel que soit le cas de figure, je dirais pour qui je vote au second tour. Et j'espère bien que ce sera pour moi que j'aurai à voter. Merci Christophe Bordet de Sud Radio, merci Mickaël Zamel de Public Sénat, Bruno Le Maire. Vous restez avec nous, on passe à l'analyse de vos propos, au débrief de vos propos dans un instant. Et Bruno Le Maire est l'invité de la matinale d'info de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On accueille Bruno jeudi de Paris Match. Bonjour Bruno, merci d'être avec nous ce matin pour la première fois sur le plateau de Territoire d'Info. Et bonjour Béatrice Houchard de l'Opinion, qui est une régulière maintenant dans cette matinale. Alors la prestation de Bruno Le Maire pour vous deux ce matin dans Territoire d'Info. Jugement avant de démarrer les questions. Alors on a retrouvé un Bruno Le Maire, ça fait d'ailleurs depuis quelques jours, plus punchy, plus clair aussi dans ses explications, plus précis dans ses propositions. Il y a encore quelques zones d'ombre, je pense qu'on va en parler. Mais c'est vrai que peut-être qu'après le premier débat, vous l'avez dit, où Bruno Le Maire était peut-être resté un peu en retrait. Il l'a reconnu lui-même. Oui, il l'a reconnu lui-même, ce qui est assez rare d'ailleurs, il faut le dire. C'est assez rare de pouvoir à la fois reconnaître ses erreurs et puis repartir. J'étais pas dans le match, il a dit. Il a même utilisé une métaphore sportive. Je trouve, en tous les cas, depuis l'émission de France 2 la semaine dernière, sur les différentes émissions où je l'ai vu, y compris hier soir, il est plus précis et il essaie peut-être de moins se disperser dans quelque chose qui était devenu un peu illisible. Béatrice Houchard, c'est comment gagner dans 3 semaines en fait, la prestation de Bruno Le Maire? Pour les candidats, oui. Alors moi, outre le fait que j'apprécie les cravates, donc vous en avez tous les 3, c'est formidable ce matin. Non, je dirais comme Bruno, effectivement, plus précis. C'est vrai que le soir du débat, on saisissait pas trop quel était vraiment le message. Là, les choses se précisent, même si, notamment sur les économies, il y a encore pas mal de questions qui se
qui se pose, mais l'ensemble et la cohérence de l'ensemble apparaît davantage. Bruno Jeudi, quelle zone d'ombre précisément avez-vous encore remarqué ce matin? Alors, d'emblée, en fait, sur le premier thème, vous êtes revenu sur l'affaire des policiers hier. Donc, François Hollande a mis sur la table des propositions. Vous les avez globalement approuvées, mais vous avez dit le plus important, c'est la réponse pénale. Elle doit être plus forte. J'aimerais justement que vous précisiez c'est quoi cette réponse pénale, puisque c'est vrai qu'hier il en a été peu question et les policiers qui manifestaient encore cette nuit semblent vouloir des choses au-delà de ce qui leur a été proposé, notamment sur la question de la légitime défense. Alors je vais être très précis là-dessus, Bruno Jeudi. Je vous remercie sur la pugnacité parce qu'effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir retrouver toute sa pugnacité, tout son jus pour gagner une élection. Il y a 3 choses qui me tiennent à cœur vis-à-vis des policiers. La première, c'est qu'on revoie les conditions de la légitime défense. Parce qu'aujourd'hui, les policiers n'osent même plus faire usage de leurs armes, parce qu'ils ont le sentiment que chaque fois qu'ils vont utiliser leurs armes, ça va se retourner contre eux. Ils ne se protègent même plus. Pour être précis, vous voulez l'aligner sur les gendarmes? Je pense que c'est une des possibilités. Vous savez qu'aujourd'hui, un gendarme peut faire usage de son arme après sommation. Un policier, lui, doit d'abord avoir été visé. Je crois que ce débat, c'est un vrai débat, et je veux l'ouvrir pour revoir les conditions de la légitime défense pour les policiers. En deuxième lieu, je veux qu'on accélère la procédure pénale. Ça demande le recrutement de magistrats pour qu'entre l'interpellation d'un délinquant et le jugement, il n'y ait pas 6 ou 8 mois, mais il y ait quelques semaines. Enfin, troisième proposition, je souhaite qu'on rétablisse les peines planchées pour les récidivistes, de façon à ce que le policier ait l'assurance que lorsqu'il interpelle un mineur qui refait la même bêtise pour la 3e ou 4e fois, il sera sanctionné plus lourdement. Et je veux également qu'on rétablisse intégralement la double peine dans notre pays pour les ressortissants étrangers. Voilà 3 propositions concrètes pour préciser le soutien que j'apporte aux policiers. Bruno Le Maire a parlé d'économie dans la première partie de cette édition. Béatrice Houchard, vous l'avez trouvé précis, vous, sur les économies? Alors moi j'avais surtout une question sur les territoires, mais on va retrouver les économies d'ailleurs. Avoir une petite question, pas annexe du tout pour les Alsaciens, mais comment vous faites pour enlever l'Alsace à la nouvelle région Grand Est et resserrer les 2 départements? Il y avait eu un référendum là-dessus qui n'avait pas abouti. Comment vous faites? Et surtout, vous avez parlé des départements en disant, pour les départements, une mission, une seule, les prestations sociales. Est-ce qu'on a besoin d'un conseil départemental pour délivrer des prestations sociales dont le montant est fixé ailleurs? Est-ce que la caisse d'allocation familiale ne ferait pas très bien l'affaire? Si c'est uniquement pour ça. C'est ce que j'appelle les questions économiques. Non, je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire mettre les CAF dans les départements et faire du département le guichet unique d'accueil et de versement des prestations sociales et de contrôle. Parce que toute la difficulté actuelle, soyons très concrets, c'est qu'entre celui qui verse et celui qui contrôle, il peut y avoir de vraies différences. Quand je dis par exemple qu'un bénéficiaire du RSA doit apporter un certificat bancaire, je souhaite que tout ça soit concentré au département. Il verse le RSA, mais il reçoit le certificat bancaire de la part du bénéficiaire du RSA pour avoir l'assurance que ce bénéficiaire du RSA n'a pas d'autres revenus que celui qu'il a déclaré. Ça permet de simplifier et d'être plus efficace. Mais est-ce que ce n'est pas le travail de l'administration? Non, pour moi, ça doit être le travail du département. Et vous ferez, pour le coup, une véritable économie en ayant des CAF qui se trouvent au sein des départements et avec des départements qui concentrent versement et contrôle de toutes les prestations sociales. Et pour le citoyen, c'est un double bénéfice. D'une part, c'est plus clair, c'est plus simple, et ça permet de faire des économies dans les dépenses de fonctionnement. S'agissant de l'Alsace, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, je souhaite que ce soit évidemment les 2 départements eux-mêmes, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, qui prennent l'initiative. S'il y a fusion, elle a échoué la première fois, elle peut réussir la 2e fois. On peut leur donner ensuite des compétences particulières, plus autonomes, au sein de la grande région. Il ne s'agit pas que l'Alsace sorte de la grande région, mais qu'elle ait des compétences particulières au sein de cette grande région. Bruno Jeudi. Vous avez délivré sur la question des migrants, une fois n'est pas coutume, un satisfecit au gouvernement sur le démantèlement précis de la jungle de Calais en début de semaine. Vous avez dit il faut traiter, mais il reste un problème, il faut traiter les demandes d'asile en 6 mois. Alors ma question est simple, ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années que les gouvernements échouent sur cette question, y compris les gouvernements de droite. Comment faites-vous pour accélérer le traitement des demandes d'asile en 6 mois? Il y a même eu des rapports ici même au Sénat qui ont été produits sur la question. Voilà. Rapidement, s'il vous plaît, Bruno Le Maire. Plus de moyens pour l'OFPRA
et surtout plus de moyens pour les cours d'appel qui jugent l'appel sur les demandes d'asile. La vraie difficulté, elle est dans le deuxième échelon. Lorsque vous faites votre demande d'asile, vous êtes reçu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. J'y ai passé 2 journées pour voir comment ça se passait. Ils font un travail formidable. Il y a des interprètes, il y a des dialogues, il y a des discussions directes entre l'administration française et celui qui demande l'asile pour vérifier si son histoire est vraie. C'est bien fait, je tiens à le dire. Mais ensuite, quand on arrive au niveau de l'appel, vous avez des cours qui sont totalement engorgés, qui ont des retards de traitement de dossiers considérables. Donnons les moyens, en termes de personnel, en termes d'effectifs, à ces cours d'appel de juger plus rapidement l'appel sur les décisions. Il faut embaucher des fonctionnaires, donc là. Là, pour le coup, il faudra embaucher des personnes. Alors, Bruno Jeudi de Paris Match, Béatrice Houchard de l'Opinion, sur le rapport des forces à droite, vous l'avez trouvé convaincant, Bruno Le Maire? Je ne sais pas si c'est le mot convaincant. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment on fait après la primaire pour soutenir un candidat. Vous avez été très clair là-dessus, soutien sans réserve à celui qui sera choisi, si ça n'est pas vous. Comment choisir, comment soutenir donc un programme dont vous avez taillé en pièces certaines mesures? Et complémentaire, Bruno Jeudi, pareil? Non, allez-y, je vais venir après. Très vite, il reste 2 minutes. Quand on participe à une compétition, il y a des règles. Les règles, je les respecte. Là, je suis, dans ces 3 semaines, très déterminé à exposer les vraies différences de projet. Oui, je suis totalement opposé à l'augmentation de la TVA. Je pense que c'est injuste et que ça n'est pas nécessaire. François Fillon, Alain Juppé la proposent. Moi, je crois qu'il faut baisser les impôts de tout le monde. Ensuite, si nos électeurs décident au bout du compte que malgré tout, la bonne solution, ça n'est pas le projet que je porte, parce qu'ils trouvent que ça va trop loin, c'est des transformations trop profondes, c'est peut-être trop tôt, c'est peut-être prématuré. J'en vois qui me disent, mais vous voulez aller très loin, est-ce qu'on ne peut pas attendre 5 ans? Moi, je ne le pense pas. Les électeurs peuvent décider autre chose. Eh bien, je respecterai le choix des électeurs. Il reste 1 minute, Bruno Jeudi. Si jamais vous n'êtes pas désigné le 20 novembre, où est-ce qu'on retrouve Bruno Le Maire en mai 2017? Dans le privé ou dans la politique? Et pendant les 5 ans qui suivent. Député de l'heure ou pas? La vie le dira, Bruno Jeudi. Je pense qu'il ne faut pas faire de calcul de cette sorte-là, surtout quand on est à 3 semaines du premier tour d'une élection. Mais vous avez une idée personnelle déjà, vous l'avez matérialisée cette idée? En politique? Très franchement, non. En politique? Très franchement, non, je vous le dis, non. Oui, je continue à mon engagement politique, quel qu'il soit, sous quelque forme que ce soit. Je poursuivrai mon engagement politique d'abord parce que c'est un bonheur pour moi, un vrai bonheur, de représenter les Français, de me battre pour eux. Et ensuite parce que je suis convaincu qu'effectivement, il faut porter quelque chose de nouveau et je le ferai sans relâche. Merci Bruno Le Maire d'avoir été l'invité de cette matinale d'info spéciale de Territoire d'Info, le premier des candidats à la primaire de la droite et du centre à démarrer cette nouvelle formule. Merci Béatrice Houchard de l'Opinion, merci Bruno Jeudi de Paris Match d'avoir débriefé et analysé les propos de Bruno Le Maire. On se retrouve demain matin à la même heure pour un Territoire d'Info normal. À demain, bonne journée à tous.